Imaginez que vous bossiez dans une boîte, et en apparence, tout a l'air normal. Je dis bien en apparence, parce que même si au début vous avez vos petites habitudes, vos collègues, votre petite routine, petit à petit vous commencez à vous rendre compte de certaines choses très étranges dans la boîte. Des chiffres qui collent pas avec la réalité, des résultats qui changent bizarrement, alors que vous êtes bien sûr et certain de ce que vous avez rendu. Des décisions qu'on vous impose, de nulle part, et qui ont aucun sens. Au début, vous vous dites « Bon, ça doit être moi, j'ai dû rater quelque chose, je pense que j'ai peut-être pas la vision globale. » Sauf que ça se répète encore et encore. Et là, au fond de vous, vous savez. Vous savez que tout ce que vous faites dans cette entreprise, c'est complètement faux. Ça fonctionne pas. Tout est totalement bidon. Mais le pire, c'est que malgré ça, tout le monde continue. Personne ne dit rien. Et à l'extérieur, personne n'a l'air de s'en rendre compte. Parce que oui, pour couronner le tout, votre entreprise, elle cartonne. Elle lève des millions. Elle passe à la télé, elle fait la une des magazines. Tout le monde en parle, tout le monde veut en faire partie. Et puis vous êtes là au milieu de tout ça, avec la sensation étrange d'être le seul de comprendre que tout cet empire, il repose sur rien. Eh bien les amis, bienvenue dans l'histoire de Theranos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une précision importante. Cette histoire, vous la connaissez peut-être déjà. Beaucoup de créateurs ont raconté l'arnaque Theranos dans ses moindres détails. La chronologie, le procès, tout. Mais mon angle à moi, c'est pas ça. Au passage, si vous voulez la chronologie complète de l'histoire, en version française, je vous conseille la vidéo de Hard Disk, elle est très complète. Comme je vous disais, moi c'est pas vraiment les faits qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est une question bien précise. Et c'est peut-être la plus dérangeante de toute l'histoire. Parce que quand j'ai entendu cette histoire, comme beaucoup, j'ai été étonné. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est comment est-ce que des employés intelligents, compétents, qui voyaient bien que rien ne fonctionnait, comment est-ce que ces gens-là ont continué à faire semblant? Qu'est-ce qui les a maintenus dans le silence? Et surtout, pourquoi est-ce que ce mécanisme, il existe encore aujourd'hui? Dans des boîtes normales, dans des équipes normales, peut-être même dans la vôtre. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Donc je vais quand même vous faire un petit rappel des faits, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Installez-vous, c'est parti. Theranos, à la base, c'est une énorme promesse. Vous savez, une de celles qui paraît trop belle pour être vraie. On est au début des années 2000, et Elizabeth Holmes a tout juste 19 ans. Elle vient de quitter Stanford pour lancer son projet. La vision de ce projet, c'est tout simplement de révolutionner la médecine. Rien que ça. Et pour ce faire, elle va s'attaquer aux analyses sanguines. Alors, pour comprendre pourquoi cette promesse est aussi séduisante, il faut se rappeler à quoi ressemble une analyse sanguine classique. Le schéma basique, c'est que vous arrivez dans un cabinet ou un laboratoire. Là, on vous prélève plusieurs fioles de sang, une pour chaque type de test. Ces échantillons partent ensuite dans un labo. Ils passent ensuite dans des machines différentes, chacune spécialisée dans un type d'analyse précis. Et les résultats, ils peuvent prendre plusieurs heures, plusieurs jours, ça dépend. Donc le processus est long, lourd et il est coûteux. Et ça tombe bien parce que justement, la promesse d'Elizabeth Holmes, c'est de remplacer tout ça. Remplacer par quoi? Par une seule machine, qui fonctionnerait avec une seule goutte de sang, prélevée au bout du doigt, pas dans une veine. Et cette machine, qui est baptisée Edison, elle serait capable de réaliser plus de 240 tests sanguins différents. Des résultats en quelques minutes, des coûts divisés par 10. C'est magnifique. Et sur le papier, c'est une vraie révolution médicale. Et c'est exactement pour ça que tout le monde y croit. Surtout que quand on se penche sur le profil d'Elizabeth, on se rend vite compte qu'elle part pas de zéro. Elle grandit déjà dans un environnement très connecté. Elle a une famille influente, un réseau solide, énormément de contacts. Elle a accès à des cercles de pouvoir depuis très jeune. Et même à Stanford, elle va attirer l'attention de professeurs très influents. Et pour couronner le tout, elle sait convaincre. Malgré son jeune âge, tout le monde voit en elle une vraie visionnaire. Un peu comme la nouvelle Steve Jobs. D'ailleurs, elle va adopter exactement les mêmes codes que lui. Le col roulé noir, la présence sur scène très contrôlée, le discours bien millimétré. C'est simple, elle vient pas juste vendre une machine, elle vend une vision. Elle vend l'idée qu'une jeune femme de 19 ans, sans diplôme, peut changer la médecine mondiale. Et ça, dans la Silicon Valley des années 2000, ce discours, il est irrésistible. Donc très vite, les premiers investisseurs arrivent, puis d'autres, de plus en plus gros. Des anciens secrétaires d'État, des généraux à la retraite, des milliardaires. Entre 2014 et 2015, Theranos va lever plus de 700 millions de dollars. Et la valorisation de l'entreprise va monter jusqu'à 9 milliards de dollars. Et Elizabeth Holmes, elle devient l'une des plus jeunes milliardaires au monde. Plus rien ne peut l'arrêter. Elle fait la couverture du Time, elle participe à des conférences aux côtés de Bill Clinton. Donc, vu de l'extérieur, c'est vraiment une success story. Tout semble parfait. Sauf que, en interne, la réalité, elle est très différente. Et la raison, je vais vous la spoiler, c'est très simple. Sa fameuse machine Edison, elle a jamais fonctionné. Les résultats que la machine donne sont imprévisibles, incohérents, pas fiables du tout. Pour un même échantillon, les valeurs changent d'un test à un autre. Les taux qu'elle donne n'ont aucun sens. Mais tout ça,
Personne ne le sait, parce que personne en dehors de l'entreprise n'a accès aux vraies données. Et malgré tout ça, le projet continue d'avancer. Les machines, elles sont présentées comme opérationnelles, bien sûr. Theranos va même organiser des démonstrations pour les investisseurs. Et bien sûr, tout est mis en scène. C'est totalement du fake. Mais bon, il faut croire que la supercherie fonctionne. Elle fonctionne tellement que Theranos va signer des gros partenariats. Avec Walgreens par exemple, une des plus grandes chaînes de pharmacie américaines. Ils vont même ouvrir des centres de tests un peu partout. Et les patients vont commencer à utiliser ces services. Donc des vraies personnes avec des vraies maladies qui reçoivent des résultats. Alors vous vous posez sûrement la question, si la machine Edison ne fonctionne pas, comment est-ce que les tests sont faits? Eh bien tout simplement, en coulisses. La majorité des analyses ne sont même pas faites avec la machine Edison. Elles sont faites avec des machines classiques, achetées à des fabricants concurrents et bien cachées dans les laboratoires de Theranos. Leur fameuse technologie révolutionnaire qui a séduit des milliers d'investisseurs, elle est pratiquement jamais utilisée. Et tout ça, c'est soigneusement caché. Et première péripétie, c'est là que les premiers employés vont commencer à voir des choses qui ne vont pas. Des écarts entre les tests réels et les résultats qu'on affiche. Des données qui sont modifiées sans aucune explication. Des anomalies qu'on leur demande de ne pas mentionner. Et parmi ces employés qui remarquent que ça ne va pas, une technicienne de laboratoire, Erika Chung. Elle remarque les incohérences et elle comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un problème technique isolé. Donc elle va alerter en interne. Et comme réponse, on va lui faire rapidement comprendre qu'elle ferait mieux de se focaliser sur sa mission et de ne pas trop poser de questions. Parce que ça risquerait de nuire à l'image de Theranos. Surtout qu'à l'extérieur, au même moment, Elizabeth Holmes continue d'être de partout. Conférences, médias, couvertures de magazines. Elle est présentée comme une véritable icône. Et toute la supercherie aurait pu durer encore bien longtemps. Sauf qu'en 2015, un journaliste du Wall Street Journal, John Carreyrou, va se mettre à enquêter. Tout simplement parce qu'il remarque des incohérences dans les données publiques de Theranos. Il commence à contacter d'anciens employés. Bien sûr, la plupart refusent de lui parler, par peur des représailles. Mais certains finissent par craquer. Erika Chung fait justement partie de ces gens-là. Tyler Schultz aussi. D'ailleurs, petite anecdote, Tyler Schultz est le petit-fils de George Schultz, un ancien secrétaire d'État américain et surtout un membre du conseil d'administration chez Theranos. C'était un des plus grands soutiens d'Elizabeth Holmes. Donc il faut imaginer le courage que ça représente. Trahir devant le monde entier l'entreprise dans laquelle ton grand-père est un membre actif et qui soutient publiquement. Franchement, chapeau. En octobre 2015, John Carreyrou va publier son enquête. Et là, c'est l'onde de choc. Tout le monde découvre les tests falsifiés, la technologie défaillante. Et surtout, on se rend compte que des milliers de patients ont pris des décisions médicales sur la base de résultats qui voulaient rien dire. Des traitements inadaptés, des diagnostics erronés. Comme vous l'imaginez, l'effet domino se fera pas attendre. Tous les investisseurs commencent à fuir. Walgreens, la chaîne de pharmacie, met fin à la collaboration. Les autorités sanitaires vont lancer des inspections. Les enquêtes vont s'accumuler. Et je vous passe les détails, mais en 2018, Theranos est officiellement dissoute. Le procès d'Elizabeth Holmes va commencer en 2021, bien sûr très médiatisé, très attendu, et en 2022, elle est reconnue coupable de fraude. Elle sera condamnée à plus de 11 ans de prison. Son associé, Sunny Balwani, qui lui gérait les opérations quotidiennes, prendra plus de 12 ans. En moins de 10 ans, une entreprise valorée à 9 milliards de dollars tombe à zéro. Ça restera une des plus grandes illusions de la Silicon Valley. Ce que je trouve fascinant dans l'histoire de Theranos, c'est pas le scam en lui-même. Des histoires d'arnaque à grande échelle, il y en a d'autres, et plus impressionnantes. Non, moi ce qui m'interroge dans tout ça, c'est la mécanique du silence. Comment est-ce que des ingénieurs, des scientifiques, des laborantins, des gens qui avaient étudié, des gens qui ont de l'expérience, qui savaient faire leur boulot, qui étaient loin d'être des idiots, et qui ont vu très clairement que quelque chose tournait pas rond, et même que des patients étaient peut-être en danger, et qui ont quand même continué dans ce mensonge. Ce phénomène-là, il n'est pas dû au hasard, ni même à de la lâcheté simple, même si c'est ce qu'on pourrait se dire. Non, selon moi, ça s'explique par une combinaison de plusieurs mécanismes. Et ces mécanismes-là, on peut les retrouver à des échelles différentes dans n'importe quelle organisation. Le premier mécanisme qui a gardé les employés dans le silence, c'est l'isolement. Et il est très puissant parce qu'il est invisible. Il faut savoir que chez Theranos, tout fonctionnait en silo. Chaque équipe travaillait sur un périmètre très précis, sans accès au reste. La communication entre les départements, elle était volontairement limitée. Erika Chung, elle l'explique elle-même dans ses témoignages. Les équipes étaient séparées, chacun restait dans son couloir, sans jamais avoir accès au reste, sans jamais avoir accès à la vision globale. Le deuxième employé qui a témoigné, Tyler Schultz, a raconté qu'il était carrément mal vu de poser des questions en dehors de sa mission de base. Et cet isolement, c'était pas juste une question d'organisation, c'était aussi physique. Certaines zones du labo étaient accessibles uniquement avec un badge spécifique. C'était au point que des employés qui travaillaient sur le même produit ne pouvaient même pas se parler. Le même projet, les mêmes enjeux, mais interdiction de communiquer. C'est complètement lunaire.
Et le résultat, il est diaboliquement efficace. Chacun voyait un morceau du problème, un test qui ne marche pas, un résultat incohérent, une anomalie isolée, mais jamais l'ensemble. Et quand tu es le seul à avoir un problème, naturellement, tu doutes. Tu te dis que tu as mal compris, qu'il doit y avoir une explication ailleurs, dans un autre département, et que quelqu'un d'autre est sûrement en train de s'en occuper dans une autre équipe. Donc au final, tout le monde doutait, mais chacun dans son coin. Sans coordination, sans discussion, donc sans preuve collective. Et ça, c'est justement ce qui empêche toute prise de conscience, donc ça empêche toute révolte. Le deuxième mécanisme qui a permis de garder les gens dans le silence, c'est la légitimité. Quand tu es un employé lambda face à un système entier qui valide ce qui se passe, tu remets pas en question le système. Tu te remets en question toi. C'est humain. Chez Theranos, les investisseurs, c'était pas n'importe qui. Des anciens secrétaires d'État, des milliardaires de la Silicon Valley, des gens avec des dizaines d'années d'expérience dans leur domaine. Donc si autant de gens importants valident, c'est que ça doit être vrai, non? Donc toi, petit ingénieur, petit technicien, tu te sens illégitime. Tu gardes ton doute pour toi. Parce que si tu parles, tu vas passer pour celui qui a rien compris. Non seulement ça, mais ça va encore plus loin. Parce qu'à chaque niveau de la hiérarchie, sans qu'on te le dise explicitement, à chaque fois tu reçois le même message. Attention, avance et pose pas trop de questions surtout. Ça va au mieux pour toi. Tu comprends très vite et très clairement ce qu'on attend de toi. Ton manager te dit pas tais-toi frontalement. Il te dit concentre-toi sur ta mission. C'est plus doux, ça passe mieux. Ce mécanisme, on le retrouve dans des tonnes d'entreprises normales. Vous savez par exemple ce fameux process qui a aucun sens, mais que personne ne questionne, parce que c'est comme ça que ça a toujours marché. Le troisième et dernier mécanisme qui a tenu les gens dans le silence, selon moi, c'est tout simplement la peur. Et c'est aussi le plus complexe, selon moi. Parce qu'en surface, ça ressemble à un concept assez simple. Mais en dessous, il y a une couche que la plupart des gens ne voient pas. En surface, c'est la peur classique, la peur rationnelle. Quand tu bosses dans une boîte comme Theranos, t'es dans un environnement ultra prestigieux. C'est le genre d'expérience qui brille dans ton CV. Enfin, je parle à l'époque, parce que maintenant... Bon, Theranos, c'était le genre de boîte qui peut propulser ta carrière. Donc le jour où tu te mets à te poser des questions, tu te demandes pas seulement est-ce que c'est vrai ou pas. Tu réfléchis aussi à ce que tu risques si tu parles. Et les risques, ils sont bien réels. Tu peux perdre ton poste. Encore pire, tu peux te griller dans ton secteur. Tu peux être vu comme celui qui est problématique, qui fait des vagues. D'autant plus que chez Theranos, les employés signaient des accords de confidentialité monstrueux, avec des menaces de poursuites judiciaires si une seule information sortait. Tyler Schultz raconte que quand il a commencé à poser des questions, des avocats de l'entreprise sont venus lui parler. Officiellement, pas pour le menacer directement, mais pour lui rappeler ce qu'il avait signé. Donc ton cerveau, il fait très vite le calcul. Vu les énormes conséquences, est-ce que je prends ce risque pour quelque chose dont je suis pas sûr à 100%? Dans la plupart des cas, la réponse c'est non. Tu continues, tu fais ton travail, tu détournes le regard. Maintenant, sachant tout ça, il y a une question qui s'impose naturellement. Erika Chung a parlé, Tyler Schultz a parlé, mais des gens qui voyaient des anomalies, il y en avait d'autres, des ingénieurs encore plus expérimentés, des gens avec plus d'ancienneté, plus de poids. Pourquoi tout cela ont gardé le silence et pas nos deux protagonistes? La réponse, elle n'est pas dans le courage, elle est dans ce qu'ils avaient à perdre. Erika, elle était jeune, elle n'était pas encore enlisée comme les autres. Elle n'avait pas passé 10 ans à construire son identité autour de Theranos. Elle n'avait pas de position à protéger. Elle n'avait pas encore vraiment de carrière à risquer. Elle était encore dans un état où parler, pour elle, c'était possible. Et là, précisément, ça devient un peu inconfortable pour nous. Parce que, qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit que plus on s'intègre dans un système, et plus le silence, ça devient notre meilleure option. Les mécanismes qu'on vient de voir, l'isolement, la légitimité, la peur, ils s'accumulent avec le temps, ils se renforcent. Et les gens qui restent le plus longtemps dans ce genre d'environnement, c'est ceux qui ont appris à pas trop regarder. Les exemples, on en a tous les jours. Vous savez, ces situations au travail où tout le monde sait que c'est anormal, mais personne ne dit rien officiellement. Tout le monde continue à jouer le jeu. Comme par exemple ce rapport qu'on va présenter au client pour montrer un bel avancement avec des jolis chiffres, des belles courbes, alors que tout le monde sait que les chiffres sont bidons. Ou bien ce manager qui a un comportement vraiment limite et que tout le monde déteste. Tout le monde se plaint de lui dans les couloirs, mais jamais par écrit, jamais officiellement. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que dans beaucoup d'entreprises, on ne cherche pas la vérité, on cherche la stabilité. Et on protège ceux qui rapportent, pas ceux qui dénoncent. Si la personne problématique ramène du résultat, elle reste. Et celui qui l'a signalé, c'est lui qui devient le problème. Ces situations-là, en apparence, elles n'ont rien à voir avec Theranos. Il n'y a pas de patient en danger, il n'y a pas de milliards en jeu. Et pourtant, les mécanismes, ils sont exactement les mêmes. À plus petite dose, oui, mais pareil. Les amis, ça conclut notre vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si le sujet vous parle, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, likez la vidéo en masse, ça aide beaucoup. Pour ceux qui passeraient par là et qui ne seraient pas encore abonnés, allez-y les gars, rejoignez-nous, c'est jamais trop tard. Pour d'autres sujets croustillants, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.